vous êtes poursuivi pour délit d'injure publique envers Madame Taubira. Tout à fait. Pour un dessin. Pour un dessin. Poursuivi. Voilà. Pour injure raciale. Parce que quelle est l'idée? L'idée, c'est que vous avez voulu mettre Madame Taubira en singe. Non, l'idée, non, pas du tout, justement. J'ai inversé, en fait, les rôles. Singe. Moi, j'ai dit, mais finalement, pourquoi le singe ne se plaindrait pas d'être, lui, comparé à un être humain? J'ai dit un être humain, hein. J'ai dit bien un être humain. Pas spécialement Madame Taubira, je veux dire. J'ai mis un singe, mais j'aurais pu mettre un chien, un cochon. Bonjour amis de TV Liberté, nous filons au cinéma, bras dessus bras dessous, avec Maxime Gabriel. Bonjour Maxime. Bonjour Anne. Et vous avez vu un premier livre. Un premier film. Un premier film. Qui s'appelle Maintenant ou jamais. Oui. Alors autant vous dire que ce sera plutôt jamais, parce que sur le papier, l'histoire peut être intéressante. Si vous voulez, l'histoire est la suivante. Vous avez une petite famille assez sympathique, une maman, un papa, 25-30 ans, 2 enfants. Lui est agent dans une banque, ils construisent une maison, ils veulent quitter Paris, se mettre au vert, blablabla. Et puis, malheur du sort, ce brave garçon perd son job et donc se met en place la mécanique infernale du crédit à rembourser, de la maison qu'il faut vendre, etc. Et là, germe une idée chez cette femme qui va être de, grosso modo, dévaliser une banque, la banque dans laquelle travaillait son mari, pour racheter sa vie. Et elle va se mettre en cheville avec un type qui est le type qui lui a volé son sac à main, qui est joué par Nicolas Duvauchel. Et puis, bah c'est tout. Pendant cette période où se met en place ce projet de vol, elle va plus ou moins tomber sous le charme de ce garçon, et puis finalement se pose la question de l'amour véritable de son mari, et puis des querelles qui peuvent survenir aussi dans un couple où on connaît une situation financière difficile, etc. Donc le couple se déchire et autres. Sur le papier, pourquoi pas, sauf que dans la vraie vie, dans le film, on a un petit peu de mal à saisir les vraies raisons du déchirement du couple. Bon, il a perdu son job, mais finalement, il commence à en trouver un autre, donc c'est pas si dramatique que ça. Tous les couples qui ont ce genre de problème, et Dieu sait si par les temps qui courent, il y en a en France, n'ont pas pour autant envie de dévaliser une banque. J'ai un petit peu de mal à croire qu'une femme dévalisée puisse vouloir tomber amoureuse du type qui n'a pas hésité à la voler en pleine rue, oui. Qui d'ailleurs en général n'est pas aussi beau que Nicolas Duvauchel. Oui. Et puis, donc pourquoi tombe-t-elle amoureuse de ce garçon alors que rien ne se passe réellement? C'est assez peu crédible. Et puis, il y a cette phrase qui est, à mon avis, la seule vraiment intéressante du film, de Nicolas Duvauchel, donc le personnage qu'il joue, va dire à cette femme: vous allez voler une banque parce que vous avez perdu votre maison, mais on ne vole pas une banque pour ça, on vole une banque quand on n'a rien à perdre. Or, elle a une famille, elle a un mari, etc. Bon, c'est une phrase saine. C'est une phrase saine, c'est-à-dire qu'en réalité... Elle, c'est l'actrice. Alors, j'oublie toujours son nom, mais c'est une actrice qui s'appelle Leïla Bekti, je crois, quelque chose comme ça, qui est pourtant une actrice que j'aime bien en général, mais là, j'avoue que je suis passé un petit peu à côté. Et au final, on a du mal à comprendre la raison du braquage. Si vous voulez, on n'est ni vraiment dans un film façon Gabin dans les années 60 ou 70 où il y avait cette espèce de charme du truand, ni vraiment dans un monde où cette femme serait tellement acculée. Alors, si son mari avait été victime d'un accident grave avec ses enfants, qu'elle se soit retrouvée seule, etc. Oui, mais c'est pas le quart-monde. Non. C'est pas le quart-monde. Oui. C'est pas le quart-monde. Bon, donc, vous et pouvez au final, éviter... on ne comprend pas vraiment pourquoi elle va braquer cette banque. On ne comprend pas non plus pourquoi elle tombe amoureuse de l'autre. Et l'explication du titre?
L'explication du titre, je pense que c'est parce qu'elle comprend que si elle ne le fait pas aujourd'hui ou maintenant, c'est trop tard, elle va perdre son couple, elle va perdre sa maison, elle va perdre sa famille, c'est maintenant ou jamais. J'avoue que le suspense ne me paraît pas absolument dingue dans ce film, qu'on peut ne pas aller voir. Bon, deuxième film qui... Cela dit, beaucoup de films très mauvais sont au cinéma en ce moment, oui. Et dans ce panel de navets, maintenant ou jamais, fait presque figure de film regardable. Comme nous sommes bons. Second film donc, que nous présenterons aujourd'hui, Les recettes du bonheur, qui se présente avec une bande-annonce très marrante, très gaie, qu'on peut peut-être regarder maintenant. Que l'on va regarder tout de suite. Dans le sud de la France, aucun restaurant n'égalait le sien. Hier soir, nous avons servi ceci. Dans ce restaurant, la cuisine n'est pas un vieux mariage fatigué. C'est la passion qui nous anime. Jusqu'à ce qu'une famille... Papa, ralenti! Attention! Poussez! Vienne perturber tout ça. Je veux acheter ce restaurant. Bonjour. Vous êtes dans une propriété privée. Pardon, elle est à vous, cette propriété? Non. Ah bon, alors vous aussi, vous êtes en infraction. Juste de l'autre côté de la rue, le restaurant a une étoile au Michelin. Le président français y dîne. Mais monsieur le président a-t-il goûté au poulet masala façon Hassan? Ils mangent pas ça, les gens ici. Ils n'ont jamais essayé. Ils vont le faire. On ouvre samedi soir. Mon fils est le meilleur chef indien en Europe. Lève la main et sois pas timide. Tu ne vas pas lever la main? Lève la main, Hassan, écoute ce que je dis. C'est parti! Olé! Il y a un mariage en face? Non, un enterrement. Ils enterrent la grande cuisine. Si votre cuisine ressemble à votre musique, je vous conseille de baisser d'un ton. Je vais baisser d'un ton, mais je vais augmenter le feu. Vous ne comprenez pas que les gens en ont assez? Assez de vous! Papa, calme-toi. Pourquoi se calmer? Se gâche tout le plaisir. Son restaurant, c'est toute sa vie depuis la mort de son mari. Je peux nettoyer mon mur. De ce côté, il n'est pas à vous. Et ça, je le sais parce que j'avais élaboré le plan génial de le faire surélever pour que personne ne voie votre restaurant. Madame Mallory détecte en une seule bouchée si on a le potentiel ou pas pour être un grand chef. Madame, je voudrais vous faire une omelette. Toujours planté là, à se pavaner comme une reine. Vous me flattez. Vous envoûtez son esprit avec vos sauces sans goût. Cela s'appelle la subtilité des saveurs. Et c'est ce qu'il va apprendre dans ma cuisine. Il est aussi doué que je le crois. Il est meilleur. J'ai ajouté quelques épices. Pourquoi changer une recette qui a 200 ans? Peut-être que 200 ans, ça suffit, non? Alors, donc une jolie bande-annonce. Une jolie bande-annonce très, très amusante. Donc une famille enjouée, colorée. Une famille quitte Bombay. J'aime bien dire Bombay et non pas Mumbai. Quitte Bombay à la suite d'une effroyable révolte, d'une violence rare qui tue la mère de famille. Donc le père, ils tiennent un restaurant. Ils tiennent un restaurant. Ils tiennent un restaurant magnifique, enfin très très fréquenté en tout cas. Et le père emmène ses 5 enfants en Europe. Ils débarquent en Angleterre, mais leur maison est tout près de l'aéroport, donc ils ont les avions sur la tête sans arrêt. Donc, et la cuisine est, paraît-il, très mauvaise, les légumes en particulier. Et les légumes, c'est sûr, vous les achetez à l'unité en Angleterre. Ils ne partent pas en France, ils partent avec une espèce de vieille guimbarde en Europe, oui. Et ils décident de s'arrêter quand les légumes seront bons. Oui. Donc ils notent les fruits et légumes. C'est une jolie idée. C'est une idée jolie, mais complètement absurde. Surtout idée. Pour des étrangers, on sait à quel point il est difficile pour des étrangers de passer en Europe. On imagine difficilement qu'ils traversent l'Allemagne, puis la Suisse, puis la France. Ouais. Comme par hasard, ils finissent par s'arrêter en France parce qu'ils ont un accident de voiture et ils vont être secourus par une jeune fille qui est à la fois belle, charmante, attentionnée, bonne cuisinière. Enfin bref, déjà on a compris que l'histoire partait dans la pure fiction. L'ange parfait. Et ils vont créer leur restaurant en face d'un autre restaurant qui, lui, est un restaurant installé avec
une étoile Michelin. Et qui est conduite par une Anglaise extrêmement stricte, extrêmement sévère. Madame Mallory. Madame Mallory, c'est l'actrice qui jouait la reine dans The Queen. Et qui, dans Gosford Park, vous savez, ce film très, très bon en Angleterre, jouait la chef gouvernante. Ah oui. Et donc, de cette confrontation entre un restaurant français géré par une Anglaise, où toute la brigade parle anglais. Absolument. Il y a quand même des mélanges de français. Le chef doit parler anglais, et quand il donne la Marseillaise, Madame Mallory lui dit... Il y a un moment où il cite les paroles de la Marseillaise en français, à la demande d'ailleurs de cette Madame Mallory, et elle lui dit dites-la nous maintenant en anglais que tout le monde puisse comprendre. Voilà, et nous sommes à Saint-Aubin. Nous sommes à Saint-Antonin. Dans le sud de la France, on voit des collines, des petits ponts, des rivières. Il est évident que tous les cuisiniers français parlent anglais dans le texte, mieux que français, bien entendu. D'ailleurs, ils sont tous bien de chez nous, parce qu'à la limite, ce serait très international. Ah oui, non, on est bien. Pas du tout. Alors, on est bien dans le terroir, donc on imagine difficilement que chez Joël Robuchon, ce soit la même chose. Hommage au décor, qui est très joli. En fait, c'est filmé comme une pièce de théâtre. C'est une pièce de théâtre avec des petites maisons, avec un très joli décor, le village. Dans un village purement fantasmatique, parce que vous avez un marché où tous les produits sont merveilleux, vous avez des petites maisons charmantes, vous avez une rivière dans laquelle vous pouvez pêcher, vous avez le vélo, des vieilles voitures. Alors, ça se passe en 2014, mais on a quand même l'impression d'être dans les années 80, parce que vous avez des vieilles voitures, les petites mobylettes, le vieux marché, etc. On n'est pas du tout dans la France des villages du Sud qu'on peut connaître aujourd'hui. Tout ça est purement fantasmatique. Mais pour des cinéphiles un peu avertis, et en tout cas patriotes, c'est très vite exaspérant, parce qu'il y a deux propagandes énormes, mais vraiment énorme. Alors, moi, déjà, je vous dirais que c'est exaspérant aussi, outre la propagande, pour le fait que le scénario est d'une faiblesse abyssale. C'est-à-dire que quand on a vu la bande-annonce, on a quasiment tout vu. On devine l'histoire de l'amourette un petit peu à l'eau de rose. On devine que derrière l'affrontement, il y a forcément une sorte de rapprochement qui va s'effectuer entre les deux restaurants, un mélange des cultures. Et donc là, on arrive vous avez lâché le mot, propagande. Le mélange des cultures, le métissage des cultures. Ça, vraiment, vu par Steven Spielberg, parce qu'ils se sont mis à trois, donc Lars Alstrom, qui est l'auteur de Chocolat, et supporté par Spielberg et Oprah Winfrey. Oprah Winfrey, c'est cette journaliste noire américaine, présentatrice de talk show, qui a demandé à toute l'Amérique de faire des mouvements de gymnastique sur la plage pour diminuer l'obésité. Alors, que ces gens-là nous donnent des leçons de tolérance très très lourdes. Oui, parce que les Français dans le film sont toujours présentés soit comme des gens profondément stupides, ou comme des figurants. Comme le maire qui mange du foie gras à 10h du matin. Qui mange du foie gras à 10h du matin. Ce que nous faisons tous, d'ailleurs. Et qui ne sert à rien, on peut le dire. Ou bien, comme les cuisiniers qui sont... Le chef du saule pleureur. Dans le film, qui sont gentiment médiocres, à tendance raciste. Alors voilà, le chef du saule pleureur est un vilain. Et il sera d'ailleurs chassé. Raciste, parce qu'il a écrit sur le mur du restaurant indien la France aux Français. Et donc il va être... On voit tous les jours dans notre pays. Envoyé aux gémonies par cette Madame Mallory. Alors cette leçon de morale par des Anglais qui se sont comportés quand même à l'égard des Indiens pas de façon tout à fait extraordinaire, donc ils n'ont pas de leçon. Quant aux Américains... Surtout, tout ça est grotesque. On fait semblant de défendre la grande culture, la grande gastronomie française, et en réalité, on n'est même pas capable de citer la Marseillaise en français, il faut le dire en anglais pour que tout le monde comprenne. Tout ça est absolument alors, les recettes françaises, parce que c'est donc une bataille entre la cuisine indienne et la cuisine française, avec tout de même une célébration, c'est vrai, de la cuisine française, mais la cuisine française est tellement mieux avec tout de même les herbes et les arômes indiens, c'est évident. On ne sait pas comment la cuisine française a pu vivre sans ces arômes et sans ces herbes, qui d'ailleurs étaient très utilisées au Moyen-Âge. Si on lit tous les recueils de cuisine très très anciens, on s'aperçoit que... Même à une époque plus récente, vous savez, à la table de Louis XIV, on ne mangeait pas comme aujourd'hui. Non. Tout ça était beaucoup plus épicé. Alors, cela dit, il y a quand même des choses positives. Autre propagande, c'est l'hymne à l'innovation.
Oui. Cette recette est bonne depuis 200 ans, donc il est temps que cela change. Exactement. Et du coup, on mettra du chocolat avec du foie gras, on fera des choses absolument hallucinantes. C'est de la cuisine moderne, et d'ailleurs, ce qui est tout à fait symptomatique, c'est que ce chef, qui est un chef indien, passe ensuite dans le grand restaurant français, où là, on devine qu'il a atteint une sorte d'équilibre, et ensuite dans un grand restaurant parisien, la Baleine Grise, qui s'appelle la Baleine Grise, alors qu'il y a une sorte de restaurant fusion, comme on fait maintenant, où on mange de la glace au chou-fleur, enfin des choses absolument aberrantes, qui sont tellement loin de la vraie culture française. Tout ça est complètement stupide, avant de retourner aux sources, évidemment, pour retrouver l'amour, le bon, le bien, etc. Parce qu'il y a aussi un refus de la vie. Le bon, le bien, qui est encore une fois représenté par le monde anglo-saxon. Exactement. Et ça, c'est quand même insupportable, hein, parce qu'il faut quand même, il faut pas oublier qu'on est dans une époque grave où nos armées sont obligées d'aller réparer les effroyables destructions au Moyen-Orient. Donc, alors après, il y a quand même des petites choses positives dans ce film. Je trouve que les décors sont beaux. Les décors sont beaux. On se croit dans ce petit les personnages village rêvé français. On aurait presque personnage, l'Indien, le chef cuisinier indien est la famille indienne est très bonne, sympathique, chaleureuse, joue d'ailleurs très bien. Ouais. Et puis les scènes où il respire un oursin. Et il retrouve la voix de sa mère et le visage de sa mère. C'est vraiment une ode à la cuisine. Et il y a cette phrase que j'ai trouvée très belle, c'est que les ingrédients sont des fantômes, c'est-à-dire des fantômes des gens qu'on a connus et voilà, du passé. C'est-à-dire que chaque fois qu'on mange quelque chose, c'est pas simplement le goût qu'on évoque, mais c'est un souvenir, comme le parfum est aussi un souvenir. Vous avez tout à fait souvenir raison. des disparus, du passé, de son propre passé. Et ça, j'ai trouvé que, c'est d'ailleurs dans le début du film, c'est d'une poésie incroyable. Il y a des petites scènes comme ça qui sont enchanteresses. Qui sont des parenthèses enchantées. Il y a aussi des petites histoires d'amour qui sont très attachantes. Madame Mallory, jouée par cette actrice anglaise, est tout à fait excellente. Les acteurs sont très bons. En dehors des problèmes d'idéologie qui sont soulevés par ce film. Voilà. Mais si vous le savez au début... Du côté parfaitement grotesque de l'emploi de la langue anglaise. Enfin, c'est quand même du cinéma arme de combat américain totalement sur la culture française. Alors, ils utilisent la culture française parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement, mais il y a les petits coups de pied en vache... c'est quand même pénible. C'est quand même pénible. Surtout, le scénario aurait pu être beaucoup plus travaillé. Parce que là, en fait, encore une fois, quand on a vu la bande-annonce, on a compris tout le déroulement de l'intrigue et ça va quand même pas très loin. Merci beaucoup, Maxime Gabriel. Donc, vous avez compris, maintenant ou jamais, on peut s'en passer. Et les recettes du bonheur, eh bien, on y va, mais avec une préparation psychologique pour supporter la propagande. Amis de TV Liberté, à tout de suite pour une autre rubrique de Perles de Culture. Amis de TV Liberté, dans cette rubrique Je lis, donc je suis, je reçois un auteur de romans policiers. Bonjour Marie Graff. Bonjour Anne, merci beaucoup de me recevoir. Alors, vous écrivez, vous êtes la patronne des éditions Ramsès VI et son unique auteur, puisque vous êtes une maison d'édition créée autour de cette œuvre, qui est déjà considérable, puisque vous avez 8 ouvrages, 8 histoires étonnantes de suspense. On en commence un, on ne peut pas s'arrêter, et on lit les 7 autres. Alors, comment est-ce que vous êtes né ce goût de l'écriture, de l'histoire à suspense? Alors, c'est vrai que tout d'abord, ça a été une de mes lectures favorites. Comme la plupart des gens à l'adolescence, j'ai lu des Agatha Christie, j'ai lu des Rouletabille, j'ai lu les grands maîtres de l'histoire du suspense. Oui. Et puis, en congé parental, j'ai cherché à retrouver ce genre de lecture très divertissante. Ça n'empêche pas de parler de choses sérieuses, et je ne le retrouvais pas dans les polars à l'heure actuelle, cette veine un petit peu tout public. Il faut prévenir Laurence Rossignol de ne pas diminuer le congé parental, parce que sinon les femmes ne vont pas pouvoir écrire. Eh ben, ma foi, c'est bien utile, parce qu'on se retrouve pendant une certaine période proche de ses enfants. Immobilisés. Et voilà, et c'est vrai que c'est à ce moment-là qu'est venu le virus de l'écriture. Parce que c'est un virus, comme vous voyez, il y a 9 titres, oui. Et on en écrit un. Et, on sent une joie, on sent une alacrité. Oui, c'est un grand plaisir d'écrire. Alors, vous avez une imagination débordante.
C'est vrai que chacun de mes romans est toujours bâti autour d'un thème sous-jacent que le lecteur sent ou ne sent pas forcément. Parlez-nous de ces thèmes alors. L'un d'entre eux qui est très étonnant, c'est le poids du passé sur la vie d'une famille. Alors oui, c'est vrai. Là, je pense que vous faites référence à Ma meilleure vente, qui est Sang bleu, qui est construit comme un Agatha Christie, qui se passe en Angleterre. Oui. Il est vrai que dans cette histoire, qui est un suspense qui se dévoile par paliers, on apprend peu à peu que dans cette famille aristocratique anglaise, où une jeune fille reprend contact avec eux venant de la branche française, et sans le savoir, elle va remettre à jour beaucoup de choses qui sont restées enfouies dans le passé familial. Et ben dans cette histoire, effectivement, on a un suspense où on ne sait pas très bien qui est qui. Jusqu'à la fin, on se demande qui est le méchant. On se rend compte que certains membres de la famille n'étaient peut-être pas morts de mort naturelle. Oui, il y a un accident d'avion terrifique. Terrifique, voilà. Et puis après coup, on se dit, mais c'est bizarre, quelqu'un avait peut-être déjà commencé à... Alors vous dites que c'est votre meilleure vente, mais est-ce que ce n'est pas le cas dans toutes les familles finalement? Le passé ancien, au niveau des grands-parents, est lettre morte pour les descendants. Les grands-parents sont morts, on ne peut plus les interroger à l'âge où on aurait envie de connaître. Oui, mais je pense que le poids familial, vous savez, il y a ce qu'on appelle l'inconscient collectif d'une famille, et je pense que ça se transmet. Inconsciemment. Voilà, inconsciemment, peut-être de manière insidieuse, mais ça se transmet sur les descendants et qui en sont peut-être un petit peu... alors, imbibés. Imbibés, voilà. Je ne dirais pas conditionnés parce que je n'aime pas ce mot, on a toujours notre liberté individuelle, mais on est quand même imbibé de notre passé familial, parfois à notre insu. Oui. Et quand on est enfant, on a des impressions que l'on ressent très fortement. Oui. Et deuxième question, on a l'impression aussi que dans toutes les familles, il y a des secrets. C'est vrai. Alors c'est vrai que c'est beaucoup plus répandu. On n'a pas tous une famille aristocratique morte dans un accident d'avion, mais il y a beaucoup de secrets. Il y a toujours effectivement des secrets, des membres de la famille qu'on passe sous silence parce qu'ils ne sont pas très glorieux, des désirs inavoués, et en fait, dans cette famille, en l'occurrence, il s'agit de crimes, enfin de choses qui vont culminer vers des crimes. C'est-à-dire que l'un des membres va être suffisamment frustré, je dirais, de ce qui s'est passé dans cette famille. Alors, le côté aristocratique, ça implique aussi, en Angleterre, la possession du titre, la possession des terres, les jalousies familiales, la possession totale. Voilà. Et effectivement, c'est conçu comme un Agatha Christie. Donc le prologue, je me rappelle que le prologue vous avait surpris parce qu'effectivement c'est un prologue en trompe-l'œil. On a un personnage qui s'assied à son bureau et qui se suicide, point. Et vous m'aviez dit, au début de l'histoire, je me suis dit, mais ça y est, tout est fini, il n'y a plus rien à dire. Et effectivement... C'est un début que j'ai retrouvé dans un épisode du Sang des vignes, ce téléfilm très étonnant, en fait, agréable à regarder, avec Pierre Arditi. Oui. L'un des épisodes commence par un suicide. Donc ensuite, on reprend l'histoire et on sait qu'on va arriver forcément à ce moment. Et puis lorsqu'on arrive à ce moment qui se situe vers la fin du film, on comprend qu'on a été complètement joué et que rien ne s'est passé. En fait, le prologue a été conçu pour être lu deux fois. Une fois quand on connaît la solution et quand on ne connaît pas la solution, et une fois quand on la connaît. Parce qu'effectivement, on lit le prologue avec des yeux différents. Alors, il est très difficile de deviner. Il y a dans certains livres, dans certaines intrigues, on voit à peu près où l'on va. Vous débrouillez très bien pour que l'on ignore jusqu'au dernier moment. Il y a des retournements de dernière heure. Bah écoutez, j'essaye parce que c'est vrai que le roman policier, c'est une lecture qui a été interactive avant l'heure. Oui. C'est une lecture où la personne est devant le roman et sans qu'elle se l'avoue, son désir secret, c'est de trouver le coupable avant que l'auteur ne le révèle. Donc, c'est comme un jeu de piste, on va chercher partout les indices et le cerveau travaille en même temps et c'est une sorte de jeu. On va essayer de trouver le coupable avant de connaître la fin. Et alors, il faut donner quelques indices, mais pas trop. Voilà, il faut qu'il soit noyé
avec d'autres indices qui, eux, ramènent à des fausses pistes, qui vont se révéler des fausses pistes au cours du livre. Et donc, c'est quelque chose de très... je dis la lecture de divertissement. Injustement, à mon avis, c'est un petit peu décrié. Et pourtant, on a tous besoin de lectures qui soient des lectures divertissantes, où il y a... J'appellerais ça des lectures décrochage. Le ciel est gris, vous vous embêtez un peu, vous prenez un livre et tout cela passe. Alors, tout cela, je ne sais pas, c'est peut-être un peu ambitieux, mais on est quand même... La lecture thérapie. Voilà, c'est ça. Et on a besoin de ce genre de lecture qui est le côté noble du roman policier. Bien sûr. Oui. Hein, je dirais à l'opposé de ce qui se fait à l'heure actuelle, on a un petit peu tendance, il faut le dire quand même, à faire de la surenchère sur la violence. Oui, ah oui, c'est... Ou sur Mais ça, c'est vous ne croyez pas que c'est la télévision et le cinéma qui déteint sur l'écriture? Peut-être que effectivement le roman réagit par rapport à la télévision et au cinéma et se dit il faut que je mette encore plus de violence dans mes crimes. Oui. Ce qui est, à mon sens, en tout cas, une erreur monumentale, parce que le suspense, les plus grandes histoires de suspense de tous les temps, oui. On pense à Rebecca de Daphné du Maurier, oui. On pense aux nouvelles d'Hitchcock, on pense aux grands titres d'Agatha Christie, eh bien, elles se sont construites sans violence exacerbée. Il n'y a pas des bouts de cadavres qui se baladent partout et qui, au contraire, risquent de dégoûter le lecteur. Non, on emmène le lecteur dans un voyage pour lui faire oublier ses soucis. Et le but, c'est qu'il passe un bon moment. Mais vous avez raison, cette violence est insupportable. Vous regardez les programmes de certains soirs de télévision et vous avez un Maccabée sur chaque chaîne. Et pas un Maccabée avec juste la couverture. Non, le détail des plaies, les monstruosités de son assassinat. Enfin, c'est insupportable. Enfin, c'est... Oui, ou alors... Enfin, déprimé. Je vous dirais que tout le monde n'a pas le génie de Baudelaire pour écrire une poésie sur le thème « Une charogne ». Alors justement, vous êtes juriste international, professionnellement, et ce monde anglo-saxon a une certaine influence, il y a une certaine présence du monde anglo-saxon. Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que le roman policier, déjà comme genre, c'est un genre qui fait apparaître beaucoup d'auteurs anglo-saxons. C'est vrai qu'au départ, on a eu Edgar Poe, qui a tout inventé, qui a posé les bases, qui a eu d'ailleurs, ça a été une déflagration au plan de la littérature. Je parlais de Baudelaire tout à l'heure, c'est lui qui l'a découvert, c'est un génie qui découvre un autre génie et qui se dit c'est fantastique, il fait au niveau de la prose ce que moi je fais au niveau des fleurs du mal, et qui va le traduire en français, qui est d'abord lui, puis ensuite Stéphane Mallarmé. Les histoires extraordinaires, c'est Baudelaire qui a choisi le nom, vont avoir un retentissement phénoménal en France, puisque ça va inspirer Émile Gaboriau, ça va inspirer Jules Verne, ça va inspirer Maurice Leblanc, ça va inspirer Gaston Leroux. Donc, je dirais qu'on a eu cette chance d'être les premiers à se dire c'est un genre littéraire à part entière. Et puis, Gaboriau va influencer Sir Arthur Conan Doyle pour qu'il crée son Sherlock Holmes. Voilà, on va avoir une veine anglo-saxonne et une veine française. Les Français vont s'intéresser davantage à la psychologie des personnages, ce que je fais dans mes romans. Ce que vous faites, oui. Et ce que fait d'ailleurs des auteurs comme Fred Vargas. Ils créent des personnages qui sont très atypiques. Oui. Et puis les anglo-saxons, au contraire, ils vont privilégier le côté scientifique de l'enquête. Mais à trop privilégier le côté scientifique, justement, on en oublie c'est de la fiction, c'est du divertissement, c'est pas un journal télévisé où on décrit un fait divers. Donc il ne faut pas perdre de vue le fait que les anglo-saxons, je dirais, ont perdu un petit peu une part du rêve. Il ne faut pas que ce soit des crimes trop sanguinolents, il ne faut pas que ce soit des crimes sans raison. Vous savez, on en avait parlé, s'il y a autant de tueurs en série à l'heure actuelle dans les séries télévisées, dans les films, dans les romans, c'est tout simplement parce qu'on n'a pas à le justifier. Et on peut multiplier les crimes à l'envi. Ah oui, c'est exact. Oui. C'est de la paresse des auteurs, exactement. Des scénaristes. Exactement. Il y a un petit côté paresseux, alors que plonger dans l'âme de quelqu'un qui va peu à peu basculer vers le mal et lui trouver des raisons de basculer vers le mal, c'est beaucoup plus difficile. Oui. C'est très intéressant. Quelle est votre nouvelle préférée d'Edgar Poe ?
C'est difficile d'en choisir une en particulier, Vous évidemment. les aimez toutes, oui. Oui, je crois que ma favorite, ça reste quand même Le Chat Noir. Très bien. Et Marie Graff, donc cette maison d'édition Ramsès VI, eh bien on la trouve sur Internet. C'est tout simple. Tout à fait. Alors c'est vrai que la maison d'édition n'est pas. Je précise que ce n'est pas de l'auto-édition. Non. Hein. Non. La personne qui a créé la société et qui la dirige, c'est mon mari. Oui. J'étais jusqu'à très récemment le seul auteur. Il y a un deuxième auteur qui est venu s'ajouter, qui écrit lui en anglais. Ah oui. Donc il fait ses dédicaces aux États-Unis. Ah oui. Donc ça commence à prendre un petit peu d'ampleur, mais c'est vrai qu'on a été les premiers surpris, et je pense que ça correspondait à un besoin des gens, de voir que même si on ne nous trouvait pas en librairie, eh bien en dédicace, les gens venaient très volontiers parler avec moi. Et puis la vente par correspondance. Et puis la vente par correspondance. Qui maintenant a pris aussi. qui a pris un grand essor. Mais effectivement, et là donc on en a vendu plusieurs milliers, ce qui est quand même extraordinaire puisqu'on est présent nulle part en librairie, mais il y a quand même, je pense que des énigmes policières qu'on peut faire lire à partir de 14-15 ans parce qu'elles ne sont pas effrayantes. Oui, absolument. Et ben, je pense que ça correspond à un besoin des gens. Non. Et puis, encore une fois, je le dis, un sens de l'intrigue, un sens du suspense qui fait qu'on est véritablement très, très pris. Marie Graff, merci. Le dernier né, c'est... Dystopia. Dystopia. Qu'est-ce que ça veut dire, dystopia? Alors, une dystopie, c'est le contraire d'une utopie. Une dystopie, c'est un système d'une société qui va opprimer les individus, qui va leur ôter leur liberté essentielle. Le type même de roman dystopique, c'est 1984 de George Orwell. Ah oui, voilà. Très bien. Et j'ai trouvé, parce que le romancier est aussi quelqu'un qui observe, j'ai trouvé qu'à l'heure actuelle, dans la société, eh ben, on retombe dans une société dystopique. C'est-à-dire que les gens deviennent de plus en plus anonymes, spécialement au milieu urbain. Le noyau familial se désagrège peu à peu. Complètement, oui. Et en fait, ce qui me semblait intéressant de souligner, c'est que paradoxalement, l'individu devient plus vulnérable. Bien sûr. Donc dans ce roman, ça traite de disparition dans un club de rencontres où des gens disparaissent sans laisser de traces, mais ils n'ont pas de famille, ils n'ont pas d'amis, ils n'ont personne qui puisse donner l'alerte, jusqu'à ce que eh bien, une personne disparaît, mais en fait elle avait menti, elle avait un membre de sa famille encore en vie qui va s'inquiéter et se dire ce n'est pas normal. Et ça va permettre de mettre à jour, en fait, c'est à dessein aussi que j'ai pris un club de rencontre. Parce que oui, c'est très à la mode. C'est un lieu où on chosifie les relations avec autrui. Autrui devient une chose. Bien sûr. Vous savez, vous avez des publicités sur les murs du métro où une dame met dans son caddie un homme. Oui, mais c'est vrai, et qui font la publicité de club de rencontre. Une autre, merci pour votre fidélité et qui en appelle à l'infidélité dans les couples déjà formés. Ouais. C'est Glidden, c'est assez hallucinant. Oui, alors j'ai vu ça, d'ailleurs je ne comprends pas que ce soit autorisé, mais bon, et effectivement on a ce côté, l'autre devient une chose. Merci beaucoup Marie Graff, on vous écouterait pendant des heures et on va lire Dystopia chez Ramsès VI. Merci beaucoup, à très bientôt. Merci. Chers amis de TV Liberté, à tout de suite pour une autre rubrique de Perles de Culture. Amis de TV Liberté, pour cette rubrique L'art en beauté, nous vous emmenons à la découverte d'un peintre du début du siècle, Jacques-Émile Blanche, grâce à Maximilien Ambroselli. Bonjour. Et avec l'aide, bien sûr, de Maxime Gabriel. Alors, Jacques-Émile Blanche, je suis évidemment tout de suite allée sur Internet, vous donne tout de suite un grand bonheur. Pourquoi, Maximilien? Eh bien, tout de suite, je dirais, avec Jacques-Émile Blanche, on est face à un vrai peintre, quelqu'un qui se plaît aussi à une vraie prouesse technique, hein, à un coup de brosse, je dirais une maîtrise technique picturale portée à son paroxysme. Hein. On est vraiment face à un grand peintre et pas uniquement un simple portraitiste, comme beaucoup peut-être ont voulu le réduire à cette activité de portraitiste, comme si, je dirais, l'histoire de l'art pictural
française en général n'était pas composée pour un tiers de portraits. Qui sont très bien. On peut être un très grand peintre. Qui penserait à réduire Philippe de Champaigne à un portraitiste de salon? Enfin, tout à fait. Je pense que c'est cette attitude ou Van Dyck qui consiste à dire il fait des portraits, sous-entendu, oui, bon, il est très bien pour aller dans les salons en ville. Alors que c'est la chose la plus difficile. C'est vraiment, pour moi, il y a un bouleversement avec peut-être les impressionnistes, je parle sous le contrôle de Maximilien, où ce qui devient sexy, c'est d'aller au bord de la plage ou dans les campagnes, ou peindre des vaches et des coquelicots. Ça, c'est sexy parce qu'on est un aventurier. Et puis il y a aussi ce côté, je suis un peintre pauvre, tout le monde a été très méchant avec moi, ma vie est un enfer et je peins le soleil et j'exprime un tel bonheur et une telle tristesse avec ce soleil que tout le monde doit forcément m'admirer. Parfois je me tranche un petit peu l'oreille et bam. Bon, Jacques-Émile Blanche, c'est un portraitiste de talent, c'est un peintre de talent, c'est quelqu'un qui vient d'une famille bourgeoise, c'est quelqu'un qui a de l'argent et comme quoi on peut aussi exprimer des choses dans sa peinture sans se déchirer l'oreille. Une diversité extraordinaire. Peut-être d'abord une petite biographie. Et écoutez, je dirais déjà, pour commencer, je tiens à souligner que cet artiste fait l'objet depuis peut-être une quinzaine d'années d'une vraie revalorisation auprès du grand public. Il a toujours été ponctuellement exposé par-ci, par-là, par ses relations et surtout ses portraits de personnalités ont souvent été exposés au milieu d'expositions sur d'autres sujets, mais jamais vraiment de grande rétrospective depuis sa mort en 1942. On est face à un artiste de la fin du 19e et du début du 20e. Son œuvre est à Rouen, au musée de Rouen. 120 tableaux. 150 tableaux, une salle qui lui est consacrée. Oui. Et c'est, selon la volonté même de l'artiste, dans l'entre-deux-guerres, qui a donné en fait toute une grande partie de son fonds d'atelier et de très prestigieux portraits au musée des Beaux-Arts de Rouen. Il faut dire qu'il a passé la première partie de sa vie à Offranville, près de Varangeville, près de Dieppe. Exactement. Alors même une bonne partie de sa vie, il y est mort d'ailleurs à Offranville. Et il y a un musée Jacques-Émile Blanche qui lui est consacré dans ce grand village, si je puis me permettre, même une petite ville même, d'Offranville, qui est un bel endroit, et où l'artiste se plaisait à se retirer. Il avait un manoir de famille. Un artiste qui a beaucoup voyagé. On est face à un artiste... D'abord, sa famille. Sa famille est très connue déjà, puisque c'est le docteur Blanche, le célèbre de la clinique du docteur Blanche, où est mort Baudelaire, où était... Guy de Maupassant. Guy de Maupassant. Exactement. Oui. En fait, il a grandi, c'est un fils unique. Par la force des choses, tous ses frères et sœurs sont morts en bas âge, qui a grandi dans une atmosphère très érudite, scientifique, c'est-à-dire que son grand-père était psychiatre et son père était aliéniste, psychiatre également. Oui. Donc c'est intéressant que, je dirais, un descendant de psychiatre s'intéresse à la peinture et en particulier en ce qui concerne Jacques-Émile Blanche, au portrait. Mais on est vraiment face à des portraits très psychologiques. Et Jean-Louis Vaudoyer, un critique d'art, lui avait consacré une importante monographie en 1924, à une époque où, je dirais, s'épanouissait l'école de Montparnasse, les Modigliani, les Picasso, les Soutine. Eh bien, il disait que Jacques-Émile Blanche était peut-être le seul qui, quelque part, se soumettait à son modèle et n'imposait pas son style, comme par exemple aurait pu le faire d'autres artistes. Mais au contraire, voulait faire rentrer le spectateur dans une conversation avec son modèle. On voit vraiment Proust, on voit Gide, on voit Barès. Oui, et malheureusement, c'est vrai qu'on a un peu réduit Jacques-Émile Blanche à cette galerie de portraits parce que c'est quelqu'un qui était ami avec Proust, avec Manet, avec tout un tas de personnalités majeures de la Belle Époque. Avec les musiciens, avec les musiciens. Debussy et Stravinsky. On l'a un petit peu réduit aux portraitistes de la Belle Époque, de Proust à Montesquieu, comme ont pu l'être Carolus Durand ou je ne sais qui d'autre. Or, ça va bien au-delà, puisqu'évidemment, c'est un très grand peintre et pas juste un portraitiste de salon, comme vous le disiez. Une importante exposition a eu lieu à Paris il y a 2 ans, à la Fondation Pierre Berger, du côté de chez Jacques-Émile Blanche, et on voyait en fait ce portrait de Marcel Proust qui a été fait, qui est très connu, fait en 1892 à la fin du 19e, lorsqu'ils se sont rencontrés. Ils se sont brouillés par la suite dans le cadre de l'affaire Dreyfus, puisque ils avaient des avis vraiment divergents. Brouille de 14 ans quand même, ce qui n'est pas rien. Mais ce portrait était adoré par Marcel Proust. Et particulièrement aussi, c'est le reflet d'un lien très étroit entre Jacques-Émile Blanche et tout un milieu très érudit, des écrivains, vous en avez cité plusieurs, mais aussi des artistes. Des musiciens. Des musiciens, Igor Stravinsky, effectivement. Et Debussy. Et Claude Debussy, dont il a fait le portrait, mais aussi des artistes, des sculpteurs. Degas et Renoir. Oui. Exactement. On peut parler vraiment de son lien avec les impressionnistes. L'année dernière a eu lieu, je dirais, une grande série d'expositions en Normandie sur la Normandie impressionniste. Il y a eu des expositions au Havre,
à Rouen. Oui. Eh bien, il y a une exposition à Dieppe, au château-musée de Dieppe, consacrée exclusivement à Jacques-Émile Blanche, qui ne fait pourtant pas du tout partie de la génération impressionniste. Il est né en 1861, comme j'ai dit, donc il était à peine adolescent lorsqu'a émergé le groupe impressionniste. Mais il s'est fait très proche des artistes. Il est quand même rentré peut-être 2 ans avant la mort d'Édouard Manet dans son atelier, et sous sa dictée, il a peint une nature morte. Il a été soutenu par Manet et Fantin-Latour. Exactement. Ouais. Alors Manet en particulier, il disait « J'ai aimé Manet, j'ai aimé cette personne, mais on me l'a retiré de mon adoration, trop vite. » Trop vite, et en fait, il est mort alors que Jacques-Émile Blanche n'avait que 22 ans. Mais il a peint un tableau dans son atelier qu'il a situé rue d'Amsterdam, une brioche, qui est tout à fait dans l'esprit d'Édouard Manet. Et d'ailleurs, en réalité, Jacques-Émile Blanche va continuer finalement l'esthétique très espagnole, la technique très espagnole d'Édouard Manet. Il le dit lui-même d'ailleurs, ce qui se fait de meilleur dans la peinture du 19e descend directement de la technique espagnole, et en particulier celle du 17e, comme Diego Velázquez, qu'il avait pu voir très jeune, puisque très vite il va parcourir l'Europe, l'Espagne, l'Italie, l'Angleterre bien évidemment, et va pouvoir s'inspirer des maîtres d'autrefois. Des très beaux tableaux à Londres, mais aussi à Venise. Exactement, oui. Qui sont peu connus. Oui, tout à fait. Alors Venise, il va multiplier les voyages en Italie, à Rome bien sûr, et Venise, donc il va rapporter plusieurs vues de la lagune. Il faut savoir qu'à l'époque, bon nombre de peintres en fait allaient à Venise, et les impressionnistes l'ont fait. Claude Monet aussi, dont il était très proche et dont il achètera un tableau dans son atelier, encore tout jeune. Parce que, comme vous l'avez dit d'ailleurs, Jacques-Émile Blanche vient d'un milieu bourgeois très aisé, c'est la réalité, et va lui-même être collectionneur. Après la mort de Manet, il va acheter une dizaine de tableaux à la vente après décès d'Édouard Manet. Il va acheter aux impressionnistes et se faire très proche de ce groupe. Côtoyer Renoir, Claude Monet, Camille Pissarro, Édouard Manet. Et vous avez parlé d'un artiste aussi qui est très proche du groupe impressionniste, qui est Fantin-Latour, qui va avoir un rôle aussi considérable dans l'épanouissement de Jacques-Émile Blanche, notamment dans ce qu'on appelle à l'époque les portraits de groupe. Et Fantin-Latour était un spécialiste de ces portraits de groupe. On se souvient de cet hommage à Delacroix, exposé en 1864, qui représentait autour d'un portrait de Delacroix Édouard Manet, Fantin-Latour lui-même, mais aussi d'autres peintres comme James McNeill Whistler ou des écrivains comme Baudelaire. Des écrivains, oui, c'est ça. Et en réalité, Jacques-Émile Blanche va faire la même chose, exposer au salon des portraits de groupe, en 1901 notamment, André Gide et ses amis au Café Mort de l'exposition universelle de 1900, qui est un portrait de groupe absolument superbe. Alors, ce qui m'a étonné dans les portraits, c'est le côté hâve. Ils sont tous les joues creuses, blancs, tous ces intellectuels, ces écrivains. On a l'impression que c'est... Mais en réalité, je pense que Jacques-Émile Blanche va se soumettre quelque part à ces modèles. Moi, ce qui me frappe surtout, on le voit dans ce portrait de jeunesse de Marcel Proust, on n'est pas encore face à l'auteur à la recherche du temps perdu. On est bien avant cela, on est face à un jeune critique d'art, un jeune écrivain. Eh bien, on est face à un portrait frontal, en buste. À l'origine, c'est un portrait en pied que Jacques-Émile Blanche a essayé de couper pour lui donner peut-être plus d'expressivité. Et on voit ce jeune dandy, cette rose blanche accrochée à sa veste, cette bouche légèrement entrouverte, ce regard un peu pensif, réfléchi qu'a Marcel Proust. Finalement, c'est toujours cette idée que ce portrait va rentrer en dialogue, comme je l'ai dit, avec le spectateur. Et c'est ce que recherchait véritablement Jacques-Émile Blanche. Il s'était proche de Marcel Proust, mais aussi d'un autre jeune écrivain au début du XXe, en 1910, qui est Jean Cocteau, qui viendra très souvent à Offranville, dont il va réaliser plusieurs portraits, et dont un portrait en pied qui est au musée de Grenoble, qui est absolument superbe, où on voit cette exacte expression très enjouée. C'était quelqu'un qui avait beaucoup d'humour, Jean Cocteau, que Jacques-Émile Blanche considérait comme son fils. Un convive délicieux. Exactement. Et en fait, finalement, les portraits de Jacques-Émile Blanche sont très vivants. C'est un peintre de la vie, Jacques-Émile Blanche. Alors, oui, la vie, il y a des portraits d'enfants qui sont magnifiques. Ah oui, absolument super, Il fait partie vraiment de ce cercle intimiste qui s'épanouit à la fin du 19e. J'en avais parlé dans le cadre de l'émission sur Lucien Simon que nous avons faite ensemble. Il va autre peintre de la vie de famille et des enfants. Jacques-Émile Blanche va se plaire à représenter un petit peu ses intérieurs, alors avec des jeux de miroirs parfois parfaitement savoureux, des enfants, des portraits d'enfants, qui sont d'une prouesse technique absolument superbe, qui n'ont rien à envier à des Sargent et à d'autres artistes impressionnistes de très grande qualité. Donc des scènes intimes, des portraits de femmes aussi absolument superbes. Il va se faire une spécialité tout jeune pour l'art du pastel également. Il a rencontré Edgar Degas tout jeune. Edgar Degas va l'encourager dans la technique du pastel, qui revient progressivement à la mode.
comment dire, la réception du pastel, c'est un petit peu compliqué, mais c'est une technique qui avait été rattachée à l'Ancien Régime, aux portraitistes comme Maurice Quentin de la Tour. Et finalement, les impressionnistes comme Edgar Degas vont remettre le pastel à la mode, alors que... Mais Degas est très prisé. J'avais vu une exposition à Bâle avec toute l'œuvre de Degas, qui est immense d'ailleurs. Oui, immense, variée. Il n'y a pas que les danseuses, il y a aussi les chevaux. Mais quand c'est pas nu, ça fait moins vendre. Hein. On peut penser à nos amis du musée d'Orsay qui préfèrent Degas et le nu que Degas avec les chevaux. Mais... Oui, bon, peut-être qu'à l'avenir, on aura probablement les derbies d'Epsom par les artistes, ou enfin les différents jeux de chevaux. Jacques-Émile Blanche va aussi s'intéresser à des cadrages, comme Edgar Degas les faisait, très photographiques. Il y a un dialogue avec la photographie à l'époque qui est extrêmement intéressant. Mais je dirais que, et la critique d'art le dit, les portraits de Jacques-Émile Blanche vont beaucoup plus loin que la photographie. Je reviens sur ce portrait de Marcel Proust. Aucune photographie n'aurait pu nous donner un portrait pareil. Non, c'est exact. Il y a une profondeur. Il y a un échange avec la photographie, c'est-à-dire que Jacques-Émile Blanche travaille aussi avec la photographie, comme beaucoup de peintres, mais sa peinture va beaucoup plus loin. Les portraits qu'il fait aussi des danseurs, je pense notamment, on a parlé d'Igor Stravinsky, mais il y a aussi ce danseur... Nijinsky ? Nijinsky, exactement. Ouais. Merci beaucoup. Eh bien, il en fait des portraits d'une vie éclatante, dans des couleurs absolument superbes. C'est un personnage bourgeois, on l'a dit, mais d'ailleurs lui-même le dit, les gens ne me comprendront jamais s'ils n'ont pas compris que j'étais un bourgeois épris du passé. Et finalement, qui assume. Et qui l'assume, et qui dit, mais finalement, je continue... Et zut aux autres. Tout à fait. Bon. Est-ce qu'on reproche à Holbein aujourd'hui d'avoir été un portraitiste? Non, on ne parle pas d'Holbein comme d'un portraitiste. Mais bon, on le sait, toute notre vision de cette peinture dépend d'autres peintures plus contemporaines, et donc il y a un discrédit jeté. Et c'est pour ça que cette émission est merveilleuse à faire, parce que... Et donc on peut être un grand peintre sans être un rebelle. Exactement. Alors après, exactement. Tout cela est nuancé. Il fait un portrait de Rodin que je trouve absolument superbe. Il le représente en 1904, avec ses points en avant, le sculpteur de Démurge, le maître au début du XXe. Et il avait soutenu Rodin, justement, dans un contexte assez délicat, celui de l'exposition du Balzac, qui avait créé un scandale au Salon de la Société nationale des Beaux-Arts de 1898. C'était un portrait de Balzac qu'il avait enveloppé dans sa robe de chambre, et tout le monde avait dit c'était un menhir, c'était un crapaud emballé, une statue pas encore tout à fait déballée. Et beaucoup d'artistes l'avaient soutenu. Jacques-Émile Blanche, qui était proche de Rodin, l'avait soutenu. Et quand il réalise ce portrait, c'est celui du maître, presque ce roc, il le dit d'ailleurs, ce n'est pas un sculpteur, c'est un prophète. À l'époque, il disait ça lorsque Rodin exposait ce Balzac. Donc il n'avait pas peur de soutenir ses amis, je dirais, envers et contre tous. Une belle personnalité aussi. Tout à fait. Maximilien Ambroselli, vous nous avez comblé, et nous n'avons qu'un désir, c'est partir au musée de Rouen et à Offranville, près de Dieppe, pendant ces beaux week-ends d'automne. Merci beaucoup à tous les deux, et à très vite, Maximilien, pour la découverte d'une autre perle de culture, une perle de peinture. Et amis de TV Liberté, à tout de suite pour une rubrique du patrimoine. Amis de TV Liberté, dans cette rubrique « Touche pas à mon patrimoine », nous allons nous consacrer au grégorien. Le grégorien est cette musique extraordinaire qui va nous être présentée par ces deux personnes. Bonjour Patrick Banken. Bonjour Anne. Vous êtes le grand organisateur de Una Voce, et vous allez nous expliquer ce qu'est Una Voce. Et Philippe Nikolov, vous dirigez une chorale, la chorale, le chœur Saint-François de Sales, à la messe de midi de l'église Sainte-Jeanne de Chantal à Paris, à la jonction de Paris et de Boulogne. Voilà. À la porte de Saint-Cloud. Alors, l'occasion de parler de cette belle association Una Voce, c'est votre anniversaire. Cette association a 50 ans cette année. Pouvez-vous nous la présenter, Patrick Banken? Alors, je vais la présenter en quelques mots, car cela pourrait demander beaucoup plus de temps si je devais m'étendre. Una voce, on pourrait commencer à dire d'où viennent ces deux mots. Ça pourrait déjà être intéressant. Una voce veut dire d'une seule voix,
Et ce sont les deux mots qui se situent à la fin de la préface de la Sainte Trinité, c'est-à-dire celle de la majorité des dimanches de l'année, si nous acceptons les fêtes, bien sûr. Alors l'association a été créée en décembre 1964 dans la crypte de Saint-Charles de Monceau à Paris par des fidèles qui ont considéré, des catholiques qui ont considéré qu'il y avait déjà, avant même que le Concile Vatican II n'achève ses travaux, suffisamment de dérives pour que cette réaction soit nécessaire, salutaire, et un certain nombre de personnes, je crois qu'elles étaient 80, se sont réunies dans cette salle. Des laïcs. Des laïcs, exclusivement des laïcs, et ont décidé de créer cette association Una Voce. De défense, donc, du grégorien. Pas du grégorien seulement, le grégorien est presque venu après. Oui. Là, c'était simplement la liturgie traditionnelle, mais qui ne s'appelait pas encore comme cela à l'époque. C'était tout simplement, on sentait qu'il y avait des dérives dans le sens de retournement d'autel, de l'abandon de la langue latine, car c'est aussi la défense de la langue latine qui était à l'honneur à ce moment-là et qui était concernée. Donc tout cet ensemble, avant même que le grégorien... Les privieux supprimés. Les privieux supprimés, etc. Et c'est là que cette réaction des laïcs a été salutaire et dont nous pouvons considérer maintenant les effets, car nous allons célébrer ce cinquantenaire bientôt, enfin là dans quelques jours, quelques semaines, pour honorer tous nos vaillants prédécesseurs, car, comme vous devez vous en douter, je n'étais pas présent à l'époque. Nous avons quelques personnages encore, entre guillemets, historiques, qui sont toujours là, comme notre ami Jacques Dossy. Oui. Mais c'est un des rares. Les autres ont été rappelés vers des cieux peut-être meilleurs pour eux. Et vous avez des membres importants, Olivier Messiaen, Duruflé et Henri Sauguet. Alors là, pour ne citer que les musiciens. Mais nous pourrions citer aussi le fils, qui est peut-être un peu moins connu, le fils de Paul Claudel, qui s'appelait Pierre Claudel, et qui a été un animateur, un des créateurs également de cette association. Stanislas Fumet aussi, à l'époque, dont ce n'étaient pas des grégorianistes, ni des musiciens. Là, vous avez cité les personnes les plus connues, les plus illustres. Absolument. Alors, cette réaction devant un danger n'a pas été uniquement française, elle a été internationale. Votre association est une fédération internationale de sociétés laïques attachées à ce rite traditionnel. Bien sûr. Alors, l'association Una Voce France a tout de même été la première à réagir. Oui. Ensuite, très rapidement, début 65, se sont créées d'autres associations dans les principaux pays européens, à savoir l'Angleterre, l'Italie, l'Allemagne, je crois me souvenir aussi l'Espagne. Et bien sûr, cela a fait boule de neige. Actuellement, nous comptons 41 associations dans le cadre de cette fédération internationale Una Voce France. Mais n'est-ce pas, mais n'est-ce pas en France que la révolution a été la plus rapide et déterminante? Sans aucun doute, et sans doute pas. Parce que je discutais dimanche dernier avec une Italienne. En Italie, on n'a pas fait du passé table rase comme ça du jour au lendemain. C'est incontestable. Et alors, ce code liturgique, parce que c'est un code, a été codifié en 1570. C'est tout de même un patrimoine très ancien. Très ancien, c'était le Concile de Trente, effectivement. Et bon, c'est pour cela que nous utilisons parfois le terme tridentin en allusion à ou la messe traditionnelle. Et puis bien sûr, notre pape Benoît XVI, avec son motu proprio Summorum Pontificum, avait trouvé cette expression de la forme extraordinaire du rite romain unique, a-t-il même précisé. C'était un peu loin à dire, mais nous essayons de garder cette façon de s'exprimer, car il veut bien dire aussi ce que cela veut dire. Et on aime bien aussi le mot extraordinaire, qui a une petite connotation positive. Oui, absolument. Absolument. Mais ce qui est à déplorer, c'est que ce rite dit extraordinaire semble tellement extraordinaire à un certain nombre de curés, de paroissiens et d'évêques, qu'on peut dire que c'est encore pas très généralisé en France. Hélas. D'où la nécessité de militer, d'adhérer à Una Voce, de rejoindre vos rangs et d'écouter ce qu'est cette musique grégorienne que vous avez apportée, Nicolas. Nous allons entendre tout de suite
le premier morceau qui est... Donc le Veni Creator. Le Veni Creator, et que nous allons entendre. Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, in plesso bella gratia, que tu creasti pectora. Alors, cette musique qui est si connue dans nos oreilles quand nous avons un certain âge, les plus jeunes ne l'ont plus dans l'oreille. Quelles sont ces caractéristiques, vous qui dirigez une chorale? Tout d'abord, le Veni Creator est une pièce grégorienne qui est particulière parce que justement c'est cette prière à l'Esprit Saint qu'on invoque dans beaucoup de situations, notamment dans les mariages. Oui. Et donc beaucoup ont souvenir de cette prière parce qu'elle est chantée à l'occasion au début des mariages. Oui. Et même aujourd'hui, en fait, elle est en train de revenir. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on a sorti ce disque Credo, eh bien, moi j'ai été assez étonné de voir la réaction des gens. C'est-à-dire que c'est un disque qui s'est vendu à 50 000 exemplaires. Et donc un disque de grégorien comme ça vendu, oui. C'est déjà miraculeux. Oui, voilà. C'est en opposition totale à ce qu'on voudrait nous faire croire. Oui, tout à fait, exactement. Alors pourquoi? Quelles sont, à votre avis, les vertus du grégorien? Bien, les vertus du grégorien, la première, c'est la prière. Ouais. C'est-à-dire que comme le rappelle le texte que vous avez cité tout à l'heure, c'est vraiment la prière chantée de l'Église. Ouais. Et je pense qu'elle a vraiment des qualités qui permettent une harmonie qui permet en fait de nous relier à Dieu à travers le chant. Et je pense qu'aujourd'hui, on oublie un petit peu la qualité du chant, je dirais comme aide et comme façon de prier. Le problème, c'est que comme il y a cet axiome, tous les goûts sont dans la nature, il n'y a plus un chant qui est beau et un chant qui est moins beau. Vous êtes censé regarder ça avec l'esprit égalitaire et tous les chants sont beaux. Eh bien non, malheureusement, non, tous les chants ne sont pas beaux. Oui, si, ça. Alors qu'une prière, un chant grégorien est toujours extraordinaire. Oui, non, mais... Alors la prière. Alors la prière... Ensuite, les chants qui ont été sélectionnés dans ce disque sont tous des chants populaires. Donc, c'est-à-dire que ce sont des chants, si les gens s'en souviennent si longtemps après. Et je peux vous citer une expérience qui est que donc j'ai passé 1 an en fait pour accompagner un missionnaire en Afrique. Oui. Où j'ai monté une chorale, notamment grégorienne. Oui. Et j'ai été extrêmement surpris de voir que, je ne sais pas combien, 50 ans, 60 ans après... Oui, le chant grégorien était toujours dans l'oreille de ces personnes. Ils connaissaient, en fait, toutes ces pièces, ils les connaissaient. Donc, c'est des pièces qui rentrent, qui sont, quand on les connaît, en fait, qui restent. Bien sûr. Et je pense qu'elles sont tout à fait en symbiose, en fait, avec ce qu'on est, avec la nature humaine. C'est le moment de dire quel est celui qui a le plus évangélisé l'Afrique de l'Ouest les 50 dernières années, c'est Monseigneur Lefebvre. Et Monseigneur Lefebvre, évidemment, se servait de cette liturgie et de ces chants grégoriens. Oui. C'est très intéressant ce que vous dites, oui. Oui, non, mais et ce qui est valable pour les Africains est aussi valable pour les Français. Oui, oui, tout à fait. Mais de toute façon, aujourd'hui, les gens se souviennent encore du Kyrie Alléluia, d'un certain nombre de choses qui est vraiment resté. Pourtant, 50 ans après, les gens le connaissent. Nous allons entendre le Salve Regina. Alors, donc le Salve Regina, qui est une des très belles prières à la Sainte Vierge. Qui est le ton simple, donc celui qui est chanté dans les paroisses, notamment puisque le thème en fait de ces 50 ans
de la fête du Navoce, c'est justement le chant grégorien comme chant paroissial. Très bien, oui. C'est-à-dire que c'est c'est pas un chant uniquement pour les monastères. Voilà. C'est un chant pour les paroisses. Oui, oui, c'est un chant. C'est un chant qui est donné à tous. Et d'ailleurs, on ne le sait pas assez, mais le chant grégorien est en alternance avec les fidèles. Oui. Il y a une chorale, il y a un chœur, et puis il y a le public qui répond. Pas pour tout. Pas pour tout, non. Disons que le chant grégorien doit être séparé en deux. Il y a la partie du propre qui reste la spécialité de la chorale, mais en revanche, bien sûr, le kyrialé, l'ordinaire, est chanté par une partie de la chorale qui constitue le petit chœur et bien sûr l'assemblée des fidèles. L'assemblée des fidèles, oui. Oui, disons que chacun, je dirais, a une place spécifique. Le chœur a sa spécificité, il apporte, et dans le chœur, il y a les chantres, et ensuite, il y a les pièces du kyrialé, ou ce qu'on appelle les airs, les varias, donc qui sont ces airs comme la Dorothée dévotée, comme un certain nombre d'airs que les gens chantent, ou le Tantum ergo, par exemple, à la fin d'une exposition du Saint-Sacrement. Oui, que tout le monde connaît. Et alors, que s'est-il passé? Pourquoi est-ce qu'il y a eu ce rejet tout d'un coup? Pourquoi est-ce que il y a eu cette espèce de vent de modernisme qui a... c'est quoi? C'est une réaction d'adolescence? Ils ont voulu tuer papa et maman? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors là, c'est vraiment très complexe à expliquer en détail. Ce qu'il faut bien se préciser, c'est que malheureusement, c'est assez ancien. Les causes sont profondes. Les causes viennent quasiment du 19e siècle. Oui. Il ne faut pas oublier que déjà Saint-Pie X avait réagi contre le modernisme. Oui. Donc déjà, le ver était dans le fruit. Oui, c'est une très longue histoire. C'est une très longue histoire. Ensuite, tout le XXe siècle n'a fait que malheureusement confirmer cela, avec l'aboutissement qui fut ce Concile Vatican II de 63 à 65 et qui a concrétisé cette dérive, ou en tout cas cet abandon de ces grandes valeurs catholiques qui ont pourtant illustré notre belle religion pendant 2000 ans. Et on a considéré que ce qui avait été enseigné pendant ces 2000 ans, eh bien, pouvait être un peu mis de côté pour essayer de s'adapter au monde. Et tout est là aussi. Il y a tout un esprit qui a complètement changé. Et le grégorien en a été malheureusement le parent pauvre. Avec en plus une mauvaise interprétation, puisque dans les textes, il n'y a absolument pas cette volonté de suppression du grégorien, ni du latin. Les textes sont là. Le latin reste toujours la langue de l'Église. Bien sûr. Absolument. Bien sûr. Alors, vous invitez les téléspectateurs à venir à ce jubilé du Navoce, qui est le 4 et le 5 octobre à Sainte-Jeanne de Chantal, donc à la porte de Saint-Cloud, et donc le samedi et le dimanche matin. Voilà. Le dimanche après-midi, nous sommes censés aller manifester contre une certaine loi. Pouvez-vous nous... très rapidement, les temps forts de cette assemblée? Les temps forts seront deux tables rondes, l'une avec des chefs de chœur, qui sera un petit peu plus spécialisé, mais qui revient précisément à notre sujet, qui est le chant grégorien. Oui, monter et développer une chorale paroissiale, qui est vraiment on est tout à fait dans le sujet, qui peut intéresser à la limite presque tout le monde. Absolument, la deuxième table ronde sera une table ronde de journalistes sur le chant grégorien après le Concile Vatican II. Là, nous sommes tout à fait dans ce dont nous parlions à l'instant. Ensuite, nous aurons deux conférences le samedi qui seront très importantes. Une conférence du docteur Gabriel Steinschulte, qui est un chef de chœur de Cologne, en Allemagne, mais qui parle très bien le français et qui pourra nous s'exprimer en français, sur le chant grégorien comme trait d'union du monde catholique romain. Et là, pour montrer l'universalité, vous parliez de l'Afrique, mais vous savez, on chante très très bien en Corée du Nord, ou non pas en Corée du Nord, en Corée du Sud, on va plutôt préciser. Corée du Nord, ça partout dans le monde, on voilà. chante le grégorien, et c'était un élément d'union, bien évidemment. Sûr. Et j'oublie, peut-être même aurais-je dû commencer par cela, les deux messes qui seront toutes deux messes pontificales, car elles seront célébrées par Monseigneur Hayet, qui est l'évêque de Bayonne. Oui. La première, le samedi à 19h en forme ordinaire, et la seconde le lendemain en forme extraordinaire à midi,
car c'est précisément cette messe qui est célébrée tous les midis. Nous avons voulu garder les mêmes horaires pour ne pas perturber la vie de la paroisse, car c'est une paroisse. Et à Sainte-Jeanne-de-Chantal, la messe, selon la forme extraordinaire, est célébrée tous les dimanches à midi précisément. Et vous-même, vous donnez une conférence le dimanche matin à 10h15. Le grégorien, d'où vient-il, où va-t-il? Et à 11h, il y a une répétition du Kyrie pour les fidèles et une répétition générale du propre pour les choristes inscrits. Voilà. Merci beaucoup à tous les deux. Merci pour ce très beau travail, cette mission de défense et illustration du grégorien. Voilà. Et à très bientôt, j'espère, pour un nouveau CD ou tout ce que vous voudrez nous annoncer. Merci beaucoup, Patrick Bancone. Merci beaucoup, Nicolas. Amis téléspectateurs, à une prochaine séance de Perles de Culture.